On va prendre une question, une sous-question. Je cède la parole d'abord à nos interlocuteurs. À vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bien, je veux d'abord parler de la situation dans les hôpitaux. On est passé, si on regarde, il y a une semaine, on était à 3278 personnes hospitalisées COVID. On a aujourd'hui 2852 personnes hospitalisées COVID. Ça veut dire qu'en une semaine, on a diminué de 426 le nombre de personnes hospitalisées. Par contre, on voit que dans les derniers jours, la réduction est moins grande que les jours précédents. Donc, et évidemment, 2852, c'est encore beaucoup de monde dans nos hôpitaux. Heureusement, les employés commencent à revenir, ceux qui étaient absents. On était à 12 000 la semaine passée, on est rendu à 10 600. Mais il ne faut jamais oublier qu'on a tout le rattrapage des chirurgies aussi à faire. Donc, c'est pas simple. On a eu hier soir une bonne et longue discussion avec la santé publique. On a essayé de peser les pour, les contre, essayé de faire la balance des inconvénients. C'est sûr que d'un côté, on veut protéger nos hôpitaux. C'est encore beaucoup de patients, 2852. De l'autre côté, on voit qu'il y a de l'impatience, des Québécois qui sont tannés, et je dirais même, il y a une question là, de santé mentale, puis même de paix sociale. On voit là, la grogne grandir de jour en jour. Donc, je le rappelle, la semaine passée, on avait dit, c'est en pratique fait depuis hier, les restaurants ont recommencé à ouvrir leurs salles à manger. Les activités sportives, parascolaires dans les écoles, les cégeps, les universités ont recommencé. Puis je veux apporter une précision, là, c'était fait durant la semaine. Ça concerne aussi les activités artistiques, donc les jeunes qui font de l'improvisation, de la danse, toutes les activités artistiques, c'est au même titre que les sports, donc ça, c'est déjà permis. Lundi prochain, comme on l'a annoncé, les salles de spectacle, les lieux de culte vont, à certaines conditions, pouvoir commencer à rouvrir. Et la question qui revient beaucoup, qu'on a beaucoup discuté, c'est que dans un contexte où la population, où une bonne partie de la population est stressée, je pense que les activités sportives et artistiques pour les adultes, on doit faire un pas de ce côté-là. Donc, ça me fait plaisir d'annoncer qu'à compter du 14 février, donc pas lundi qui vient, l'autre lundi, les activités sportives et artistiques vont être permises pour les adultes, jusqu'à un maximum de 25 personnes. Ça veut dire aussi que les gyms et les spas vont pouvoir aussi rouvrir. Donc, le 14 février, je pense que ça va faire du bien. Mais on va s'arrêter là. Malheureusement, on ne peut pas annoncer d'autres assouplissements pour l'instant. On espère être capable de le faire dans les prochaines semaines. Mais c'est important, je le dis encore, d'être prudent, entre autres à cause de la situation dans nos hôpitaux, là, ne serait-ce que pour venir appuyer les employés qui sont au front depuis 2 ans. Ce qui pourrait nous aider à accélérer le déconfinement, c'est la vaccination. Bon, si on prend la vaccination pour les adultes, pour les 18 ans et plus, ça a bien été. Première dose, 92 %. Deuxième dose, 90 %. Troisième dose, pour les adultes, on est rendu à 61 %. C'est pas assez. Il faut trouver le moyen, puis il y a de la place. Il y a des vaccinateurs de disponibles, il y a des doses de disponibles. Il faut absolument, pour assurer une meilleure couverture vaccinale, augmenter ce 61 %. Bon, maintenant, je veux m'adresser aux personnes qui n'ont pas été chercher leur première dose. Je veux d'abord vous dire que je comprends que certaines personnes ne voient pas ça d'un bon œil de se faire vacciner, d'avoir un produit dans leur corps, même si les experts sont à peu près unanimes, là, il y a à peu près
pas d'effets secondaires. Il y a des centaines de millions de doses qui sont données dans le monde. Donc, c'était testé. Et les chiffres aussi sont très, très clairs. Là. Si vous n'êtes pas vacciné, vous avez beaucoup plus de chances de vous retrouver à l'hôpital, puis même beaucoup plus de chances de mourir de la COVID. Donc, c'est sérieux et je comprends que dans une société comme la nôtre, la liberté, c'est un élément fondamental de notre société. Mais il faut comprendre que la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres. Et quand une personne se retrouve à l'hôpital avec la COVID, bien, elle prend la place d'un autre patient qui attend pour une chirurgie. Donc, il y a une question de solidarité. Ce n'est pas juste une décision qui est personnelle, qui est individuelle. Et je veux aujourd'hui là, vraiment tendre la main aux non-vaccinés. Bon, d'abord, Lionel Carman a mis en place une équipe, une belle équipe, qui est en train d'identifier les quartiers dans les différentes régions du Québec où il y a des taux de vaccination plus bas. Il va y avoir des équipes là, qui vont être composées de vaccinateurs, de personnes qui travaillent dans les CLSC, dans les GMF, d'étudiants en médecine, d'organismes communautaires. Donc, des brigades qui vont aller au-devant de la population. Ceux qui ont de la difficulté à se déplacer, on va même offrir de vacciner à la maison. Puis c'est déjà commencé. Là. En une semaine, ce travail-là a permis de rejoindre à peu près 20 000 personnes, donc 11 000 qui sont faites vacciner, puis 9 000 qui ont pris un rendez-vous. Donc, ça veut dire qu'on est passé de 547 000 à 527 000. Puis on espère, dans les prochains jours, les prochaines semaines, voir ce chiffre-là être réduit. Puis aussi, je veux dire à toutes les personnes qui ont des inquiétudes, qui ont des questions, vous pouvez en tout temps appeler le 811, puis il va y avoir quelqu'un qui va répondre à vos inquiétudes, à vos questions. Maintenant, quand on voit ce qui se passe dans notre société, quand on voit ce qui se passe sur nos médias sociaux, bien, moi, j'ai une certaine inquiétude de voir les Québécois divisés. Le peuple québécois a toujours été un peuple qui est tissé serré, qui est solidaire, qui aime ça s'entraider. Puis c'est important de protéger ces valeurs-là. Puis mon rôle comme premier ministre, oui, c'est d'assurer la sécurité des Québécois, mais c'est aussi d'assurer une certaine paix sociale, une certaine cohésion sociale. Donc, mon rôle comme premier ministre, c'est de rassembler les Québécois. Et il y a quelques semaines, j'avais annoncé qu'on allait déposer un projet de loi pour mettre en place une contribution santé pour les personnes qui, sans bonne raison, refusaient de se faire vacciner. Bon, l'idée, c'était de mettre en place un incitatif et le projet de loi est prêt. Notre ministre des Finances l'a préparé, on a eu le temps d'en discuter, mais je comprends que cette annonce-là est venue diviser les Québécois. Puis j'ai bien entendu aussi les partis d'opposition être contre cette contribution santé. Donc, pour faire avancer le Québec dans un climat social serein, je vous annonce que le gouvernement ne va pas déposer ce projet de loi sur la contribution santé. Je pense qu'au Québec, c'est le temps de rebâtir des ponts entre les Québécois. C'est le temps de se tendre la main. Depuis 2 ans, on a vécu une crise qui est historique. Puis dans toutes les crises comme ça, bien, il y a des marques, il y a des cicatrices. Et maintenant, c'est le temps de travailler ensemble. C'est le temps de se rassembler pour que le Québec reste un endroit où il fait bon vivre, pour que le Québec reste un peuple qui est uni. Donc, je fais un appel à tous. Mettons un petit peu d'eau dans notre vin, essayons de se parler et essayons de rassembler les Québécois pour être capables, là, éventuellement, de tourner la page sur cette crise historique.
Good afternoon, everyone. Hospitalization. Tout le monde, les hospitalisations continuent de diminuer, mais il reste encore beaucoup de gens à l'hôpital avec la COVID. La bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de professionnels de la santé reviennent au travail, si bien que la situation s'améliore dans nos hôpitaux, mais nous ne pouvons pas oublier que nous avons encore un long chemin à faire pour reprendre le retard au niveau des chirurgies qui ont été reportées. Nous devons être prudents, mais il faut équilibrer les besoins de la santé mentale et de la cohésion sociale. J'ai le plaisir d'annoncer que le 14 février, les activités sportives et artistiques pourront reprendre pour des adultes, pour des groupes de jusqu'à 25 personnes. Les salles d'exercice, les spas vont rouvrir à une capacité de 50%. La vaccination est essentielle pour que nous puissions assouplir les restrictions. Il n'y a que 61% des adultes qui ont reçu leur troisième dose. Il nous faut accroître cette proportion. La troisième dose est très importante pour nous protéger contre l'Omicron. J'ai aussi un message pour les personnes qui n'ont pas reçu leur première dose encore. Les experts nous disent clairement que vous êtes plus susceptible d'aller à l'hôpital si vous n'avez pas été vacciné. Nous voulons vous aider et vous expliquer les risques. Nous allons continuer d'essayer de rejoindre les personnes qui n'ont pas encore reçu leur première dose. Mais je suis inquiet aussi de la division que nous voyons au Québec. Mon rôle, c'est de rapprocher, de rassembler les Québécois pour que nous soyons unis comme peuple. C'est pourquoi nous n'allons pas déposer le projet de loi sur la contribution santé. Je comprends que c'est une idée qui divise les Québécois. Et à ce moment-ci, nous devons rebâtir des ponts, être à l'écoute les uns des autres. Les Québécois doivent rester unis. Merci. Ça maintenant à la période des questions. Il nous reste très exactement 40 minutes. Donc, une question, une sous-question. Je vous rappelle qu'on a un enjeu de temps. Je cède la parole à Marie-Michel Sioui. Bonjour à tous les trois. Monsieur Legault, avez-vous manqué de jugement quand vous avez évoqué la contribution santé il y a quelques semaines? Bien, l'idée, c'est de trouver toutes sortes d'incitatifs pour que les gens qui ne sont pas faits vacciner se fassent vacciner. Donc, le passeport vaccinal, c'est un moyen. La contribution santé, ça aurait pu être un moyen. Mais je pense que dans la balance, aujourd'hui, je pense que c'est important de protéger la paix sociale, de protéger la cohésion sociale, de rassembler les Québécois. Donc, je pense que la contribution santé aurait pu aider à être un incitatif pour certaines personnes. Ça aurait amené un débat pas nécessairement constructif à l'Assemblée nationale quand on voit que les partis d'opposition étaient contre. Donc, je pense qu'actuellement, on doit se concentrer à convaincre plus de Québécois de se faire vacciner. Puis, on doit se concentrer aussi à continuer d'améliorer notre réseau de la santé. Vous parlez de l'importance de la paix sociale puis de la grogne. Ça existait là, il y a 3 semaines et demie, la grogne. Qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là? Est-ce que le convoi de la liberté a influencé votre décision? Bien, écoutez, là, il y a eu effectivement des manifestations à Ottawa. Il y en a qui veulent venir en faire dans les prochains jours ici à Québec. On voit une grogne grandir. J'ai vu, évidemment, la réaction des partis d'opposition. Donc, je pense que j'ai aussi une responsabilité, au-delà de protéger la sécurité des Québécois en incitant les Québécois à se faire vacciner. J'ai aussi une responsabilité que tout ce monde-là réapprenne à vivre ensemble. On ne veut pas un Québec qui est divisé d'un côté avec 90% des Québécois, puis l'autre côté, un 10% des Québécois. Simon Bourassa, nouveau. Oui, bonjour, messieurs. Il y a plusieurs parents qui ont... peut-être une question pour M. Boileau. Là, plusieurs parents qui dénoncent la consigne du masque en tout temps pour les jeunes hockeyeurs, lorsqu'ils sont à l'effort, lors des pratiques. Est-ce qu'on peut nous expliquer qu'est-ce qui justifie ça scientifiquement, là, de devoir garder le masque en tout temps? L'Omicron, actuellement, est beaucoup plus transmissible que
les virus SRAS-COVID qu'on a eu avant, particulièrement le Delta, là, qui était fréquent, mais vraiment plus transmissible. Alors, lorsqu'on est à proximité, qu'on respire fort, il y a plus de risques de transmission. On invite, bien sûr, les jeunes et même les adultes, là, éventuellement, à porter un masque, idéalement un masque de procédure comme celui-ci, qui est très efficace et qui réduit les risques de transmission. Alors, bien sûr, s'il y a des activités très intenses qui sont faites, bien, on comprend qu'on pourrait ne pas le porter, mais pour la protection des enfants et des jeunes et des adultes aussi entre eux, c'est important de porter le masque. Merci. Monsieur le Premier ministre, comment vous entrevoyez la venue potentielle là, de ce convoi, entre autres les camionneurs d'Ottawa et des gens de la Côte-Nord aussi qui pourraient venir? Est-ce qu'on pourrait vous voir, par exemple, essayer d'entrer en dialogue avec ces gens-là pour apaiser la grogne? Bien, écoutez, je pense que dans notre société, le droit de manifester, c'est un droit important. Les Québécois, les citoyens, ils ont le droit de s'exprimer. Évidemment, ça doit être fait dans le respect, puis pas avec des symboles haineux, là. Donc, évidemment, on espère que ça va se faire dans le respect. Maintenant, pour ce qui est de rencontrer des gens, moi, je suis toujours disponible pour rencontrer des gens qui sont de bonne foi pour essayer de voir comment on peut les aider à répondre à leurs questions, leurs inquiétudes. Alain Laforêt, TVA. Bonjour à tous. Monsieur le Premier ministre, les sondages démontrent actuellement qu'il y a un décrochage au niveau des mesures sanitaires. Vous reculez sur la taxe santé. Est-ce que vous croyez que ça va être suffisant pour apaiser cette grogne-là qui est de plus en plus ambiante et de plus en plus forte? Bien, l'équilibre est de plus en plus difficile à trouver. C'est sûr qu'après 2 ans, c'est plus difficile que dans le mois de mars 2020 quand on commençait à faire face à cette pandémie. Il y a des gens qui sont tannés, puis c'est normal après 2 ans. C'est un peu pour ça qu'on dit aujourd'hui, bien, on ne déposera pas le projet de loi sur la contribution santé. Ce qu'on espère, c'est d'être capable d'annoncer d'autres assouplissements dans les prochaines semaines, mais en même temps, on ne peut pas faire de miracle. Vous voyez comme moi la situation dans nos hôpitaux. On ne peut pas prendre trop de risques. Il faut penser aux employés, il faut penser à tous les Québécois qui attendent pour une chirurgie qui a été reportée. Donc, les solutions miracles n'existent pas, là. La deuxième question, on va être pour le docteur Boileau, là. On sait qu'il y a beaucoup d'immunité collective qui est en train de s'atteindre, particulièrement à Montréal. Une des grandes préoccupations des employeurs là, concernant les dernières règles, c'est lorsque quelqu'un est atteint de la COVID, qui se retrouve encore en contact avec quelqu'un de la COVID, il s'isole ou il s'isole pas? Je m'excuse. Quelqu'un qui a été atteint de la COVID et qui se retrouve en contact dans une période X, Y, Z, encore avec quelqu'un qui teste positif, est-ce que ces gens-là doivent reprendre le processus d'isolement ou non? Bien, regardez, ce qu'on sait, c'est que lorsque quelqu'un fait la COVID, il va développer une capacité immunitaire. Évidemment, s'il s'en sort, là, il va sortir de ça avec une capacité immunitaire forte pour les autres expositions qu'il aura au même virus, le Micron, pendant un certain nombre de semaines. C'est pas infini, ça va durer un certain nombre de semaines. Donc, c'est sûr que si on vient juste de faire la COVID depuis quelques semaines à peine et qu'on est appelé à être isolé, on peut ne pas être isolé. Donc, les personnes c'est-à-dire qui ont été en contact, je m'excuse de la réponse, là, mais quelqu'un qui aurait été en contact avec quelqu'un qui est en train de faire la COVID et qui lui-même a eu la COVID il y a peu de temps, son besoin d'être isolé est plutôt faible. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour à tous. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais revenir à la question que vous étiez posée tout à l'heure. On vous demandait si vous aviez manqué de jugement. Est-ce que vous reconnaissez que c'était une erreur de votre part d'évoquer ça? Je pense qu'à l'époque, il y a 3-4 semaines, on voulait évidemment mettre des incitatifs pour que plus de gens se fassent vacciner. Depuis 3 semaines, bien, la grogne est montée au Québec. Et donc, il faut tenir compte de ça. Puis c'est toujours un équilibre qui est fragile. C'est jamais noir ou blanc. Les discussions qu'on a avec la santé publique, qui est aussi préoccupée de la santé mentale, bien, ça évolue. Puis l'équilibre, bien, il faut essayer de le garder. Puis, bien, moi, ce que je souhaite aussi, c'est que dans les prochaines semaines, on mette la 5e vague derrière nous.
Puis là, il faut penser à l'avenir, puis il faut penser à rassembler les Québécois, puis que le 10 vive avec le 90 Vous avez parlé de la vaccination tout à l'heure, puis vous avez tendu la main à ceux qui ont toujours reçu aucune dose de vaccin. Mais par contre, lorsqu'on regarde le nombre total de doses injectées, je pense qu'on était à 52 000 hier. On est loin de la capacité potentielle. Chez les 5-11 ans, ça stagne à 62 pour une première dose. Chez la population générale, pour la troisième dose, c'est pas encore la moitié de l'ensemble de la population. Est-ce qu'il y a des mesures précises pour les jeunes, les 5-11 ans, augmenter le taux de 62 augmenter la troisième dose de façon générale? Peut-être, Dr. Boileau, vous commencez là-dessus, puis je compléterai le besoin. C'est clair que si la population bénéficie de la dose de rappel, on va être dans une disposition bien meilleure, tout le monde, pour se confronter à l'Omicron qui est là et à l'Omicron qui peut changer aussi. Il y a le BA2 qui est en progression dans le monde. Alors, c'est certain qu'il va arriver au Québec et qui va connaître aussi son expansion et qui va juste être plus contagieux. Donc, allons chercher la dose de rappel. Il reste 2 millions de personnes, d'adultes, qui, comme ça a été mentionné, qui n'ont pas bénéficié de la dose de rappel. C'est important. Ça améliore leur propre situation, la situation des autres, bien sûr, mais pour leur propre situation, ça change énormément la capacité d'être confronté à ce virus-là. Et donc, c'est important, vraiment important, d'aller la chercher le plus vite possible. Et pour ceux qui auront fait la COVID récemment, on en parlait il y a quelques instants, de bien vouloir déjà prendre leur rendez-vous pour le mois de février ou le mois de mars ou le mois d'avril, d'attendre 8 semaines après leur infection, c'est tout à fait correct, 8 à 12 semaines, mais ils ont besoin de cette dose de rappel-là. Donc, les inviter à tout de suite prendre leur rendez-vous pour bien inscrire ça dans leur cheminement, pour assurer que leur immunité va être solide et capable d'être confrontée à l'Omicron ou son cousin, le BA2. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, M. Legault. Est-ce que le convoi qui pourrait venir à Québec, est-ce que ça vous inquiète? Puis est-ce que vous avez discuté avec la sécurité de l'Assemblée nationale pour, par exemple, augmenter la sécurité? Je pense qu'il y a eu des discussions de mon cabinet avec les gens qui s'occupent de la sécurité. Donc, de ce côté-là, c'est couvert. Maintenant, est-ce que je suis inquiet? Bien, écoutez, moi, j'espère que ça va se faire dans le respect. Oui, les gens au Québec ont le droit de manifester, mais ça doit être fait dans le respect. Je pense que les Québécois s'attendent à ce que ça soit fait dans le respect. Monsieur Boileau, est-ce que le premier ministre, le ministre, quelqu'un du gouvernement, a demandé votre opinion sur la contribution santé? Est-ce que ça vous a été demandé? Non, d'abord, je suis pas sourd, j'en entends parler, mais personne ne m'a demandé mon opinion sur cela, ni pour l'arrivée, ni pour ce qui vient d'être annoncé. Louis Lacroix, Cogeco. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre Dubé, Dr. Boileau. Vous avez dit, Monsieur Legault, à plusieurs reprises, en fait, on sent qu'il y a un changement de ton là, dans votre approche face aux non-vaccinés. Vous dites, j'espère que la manifestation de ce week, en fait, qui s'en vient, ça va se faire dans le respect. Moi, j'ai écouté, vous avez peut-être entendu Rambo Gauthier aujourd'hui, là, qui va faire partie de cette manifestation-là. C'est un des organisateurs, il s'en vient ici. D'abord, est-ce que vous pensez que avec le ton que lui utilise, ça peut se faire dans le respect? Et est-ce que vous avez reculé face à la menace de Rambo Gauthier? Non, pas du tout. Il n'y a aucun lien entre Rambo Gauthier et ce que vous annoncez aujourd'hui. Évidemment, quand une manifestation dégénère, c'est plusieurs personnes. Ce n'est pas juste une personne. Moi, je fais confiance aux Québécois. Je pense que c'est important de garder ce droit de manifester, mais c'est important de le faire dans le respect. Et je m'attends à ce que ça se fasse dans le respect. Hier, le chef du Parti conservateur, M. Duhem, a dit en conférence de presse, et ça a été repris à peu près dans les mêmes termes aujourd'hui par Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on ne peut pas faire payer un peuple en entier, pour 223 personnes qui sont aux soins intensifs. C'est ce qu'a dit M. Duhem hier. M. Saint-Pierre Plamondon, ce matin, a dit que c'était pas normal qu'on fasse payer l'ensemble d'un peuple
parce qu'on a trop de monde à l'hôpital. Comment vous réagissez quand vous entendez des propos comme ceux-là? Bien, dans le cas du Parti conservateur du Québec, je ne suis pas surpris. Dans le cas du Parti québécois, je suis surpris de dire qu'on n'a pas le droit de mettre des incitatifs pour que les gens se fassent vacciner puis éviter d'engorger nos hôpitaux. Ça me surprend. C'est pas le Parti québécois que je connais. Puis quand j'entends le Parti québécois, puis même Québec solidaire dire tantôt que selon eux, il y a trop de restrictions, bien, je trouve ça irresponsable. Marc-André Gagnon, Journal de Québec. Bonjour. Bien, pour justement apaiser la grogne qui se fait de plus en plus sentir, est-ce que les assouplissements là, qui sont promis pour le 14 février, ce qui pourrait être devancé, je ne sais pas moi, par exemple, au 11 février, parce que là, on n'a toujours pas l'heure juste de nouvelles de possibles assouplissements pour ce qui est des rassemblements privés où on est limité quand même à 4 personnes, 2 bulles. La veille du 14, il y a un événement important, vous le savez, c'est le Super Bowl. On voit les stades qui sont pleins à craquer. Donc, est-ce qu'il y a d'autres assouplissements qui pourraient venir plus tôt? Bien, écoutez, il n'y a rien d'exclu. Ce qu'on a fait hier soir, c'est qu'on a regardé avec la santé publique puis avec les experts des 2 instituts, c'est quoi les projections qu'on a pour les 2 prochaines semaines. Puis on a choisi d'être prudent. Bon, est-ce que la semaine prochaine, on pourra vous dire qu'on pourrait aller un petit peu plus loin pour la journée du Super Bowl? Ça a fait partie des discussions. M. Boileau est un amateur de football. Mais au-delà de ça, pour l'instant, c'est non, mais on va reconsidérer tout ça la semaine prochaine. Dr Boileau, peut-être là-dessus? Pour savoir pour quelle équipe je prends ou... Non, ça c'est... OK. Non, mais sur les raisons qui motivent là, pourquoi... Bien, en fait, on est toujours dans la même logique, c'est que l'Omicron est très contagieux, on l'a dit plusieurs fois, et éviter de progresser trop rapidement va nous permettre justement de nous assurer de la solidification du système de santé, qui est un bien-être collectif et que tout le monde est appelé à l'utiliser une journée ou l'autre ou leurs proches. Donc, il faut vraiment protéger ça. Puis en ce moment, même si ça va mieux, ça va pas encore bien. Alors, pour le Super Bowl ou des activités qui pourraient être annoncées ou des mesures qui pourraient être prises avant, on va continuer à regarder l'évolution du système de santé et aussi l'évolution de la 3e dose. Si les gens vont la chercher, ça fait en sorte qu'on va pouvoir aller juste plus vite et plus solidement vers une relâche complète des mesures. Question aussi pour vous, Dr. Boileau, là, concernant l'espace que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas tout à fait clair pour moi. Là. Donc, c'est possible d'enlever son masque lorsqu'on fait un effort un peu plus intense. Qu'est-ce que ça veut dire? Parlons de football ou de hockey ou de basketball. C'est où, au contraste, la ligne? Soyez plus précis, s'il vous plaît. Regardez, il y a une question de jugement à l'intérieur de ça. Puis je pense que les gens peuvent porter un masque, mais peuvent porter aussi leur jugement. Et les coachs et les parents aussi. C'est certain qu'on recommande le port du masque en tout temps à l'école, incluant aux activités parascolaires et même au niveau du secondaire, bien sûr, et aux activités civiles aussi qui se produiront. Mais il est évident que si on a très chaud, qu'on fait un sport intense, qu'on est sur la glace, par exemple, on pourrait retirer le masque si on se sent plus confortable à retirer le masque. Mais quand on se retrouve sur le banc, là, même si on est essoufflé, et puis qu'on est à côté des collègues ou des amis, bien, ce serait mieux de pouvoir... ce serait pas juste mieux, ce serait vraiment... ce qu'il faut faire, c'est de continuer à porter son masque le plus possible. Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour. Tout d'abord, M. Dubé, vous avez déclaré en janvier, là, le 6 ou 7 janvier, que c'est clair pour vous que le passeport vaccinal va passer à 3 doses. Est-ce qu'on reporte cette décision, la mise en application de cette mesure? Monsieur Chouinard, j'ai toujours dit, puis vous en rappellerez, qu'on ne pouvait pas mettre de date, premièrement, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les gens vont avoir eu l'occasion d'obtenir cette 3e dose-là. Alors, donc, je pense qu'il est vraiment trop tôt parce qu'il y a des limitations. Les gens le savent, le docteur Boileau l'a parlé, il y a le fameux délai de 8 semaines. Alors, donc, moi, pour le moment, je pense qu'il est encore trop tôt pour regarder
quelles seraient les nouvelles conditions du passeport vaccinal. Pour le moment, c'est 2 doses. Et quand on aura eu toute l'information et que les gens auront pu prendre leur 3e dose, on pourra y revenir. Mais pour le moment, il n'y a pas de changement. Bon, vous dites que la population doit prendre les informations à ce sujet-là. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont mêlés au sujet de ça, parce que les personnes qui ont été infectées au cours des dernières semaines, donc qui ont fait la maladie à cause du variant Omicron, les experts, là, ils ne s'entendent pas du tout. Là, écoutez, vous aviez... je fais juste la genèse un instant, parce que vous avez dit au départ, début janvier, dès la fin des symptômes, dès que possible, allez vous faire vacciner. Ensuite, on revient dans un communiqué émis le vendredi après-midi en disant pas dès que possible, finalement, respectez donc le délai minimal que l'on dit de 8 semaines. Et là, quand on regarde de 8 semaines, le délai idéal, mais le délai idéal réel, c'est 3 mois. Et d'un autre côté, quand on regarde la vie du cycle, le cycle qui est supposément celui qui est chargé de vous conseiller dans le cadre de la campagne de vaccination, dit c'est mieux d'attendre le nouveau vaccin. Là, il faut croire en qui exactement? M. Chouinard, je suis vraiment content que vous laissiez cette question-là parce que, puis je vais passer la parole au Dr Boileau, mais avant, je vais vous dire pourquoi c'est important que ce soit lui qui réponde. Moi, il y a une personne en qui on reçoit une opinion, puis qui va impacter notre jugement, c'est le directeur de la santé publique qui, lui, le reçoit de différents organismes. Ça, je dis ça, bien des fois, puis on va redire toujours la même chose. Il y a un groupe qu'on écoute, c'est le Dr Boileau. Mais pour ça, je vais vous le laisser expliquer. Bon, bien, merci beaucoup de la confiance, mais vous le savez bien, je ne peux pas posséder toute la science, donc on va la chercher partout où il faut, et en particulier au SIC, de sorte qu'on dit exactement la même chose. S'il y a confusion dans le message, c'est bien involontaire parce que le signal, c'est le même. Il faut profiter de la 3e dose et aller le chercher en grand nombre le plus rapidement possible. Bien sûr, pour les personnes qui ont eu un épisode de COVID documenté, là, avec un test PCR dans les centres de dépistage PCR, où est-ce qu'on a des tests PCR et qui l'ont fait, peuvent patienter 8 à 12 semaines pour aller chercher leur dose, mais ils devraient s'inscrire tout de suite pour pouvoir bien s'assurer qu'ils ont le rendez-vous pour en bénéficier. Les autres qui ont eu une maladie apparentée à la COVID, qui ont eu un test positif, mais qui sont vraiment qui ont vraiment eu un syndrome viral là, qui est apparenté à la COVID, peuvent attendre eux aussi 8 à 12 semaines. Mais dans le cas de doute, il ne faut pas hésiter d'aller chercher cette 3e dose-là. D'abord parce qu'elle ne fait aucun effet secondaire ou de risque pour les personnes qui auraient été infectées récemment, sans qu'elles ne le sachent. Parce qu'il y a en passant des gens qui l'ont fait et qui sont asymptomatiques. Donc, aller chercher aussi la 3e dose de ce côté. Mais et c'est surtout pour s'assurer que notre immunité est à plein régime si on est appelé à être confronté au virus ou réappelé à être confronté au virus. Le SIC dit que c'est peu utile et lui suggère d'attendre le nouveau vaccin étant celui pouvant protéger contre des variants comme Omicron. La présidente du SIC, c'est le Dr Caroline Quach, qui est une experte de très haute réputation, comme les membres aussi du SIC, et je lui ai parlé plusieurs fois, on se parle régulièrement, et on est conscient qu'éventuellement, il y aura un autre vaccin qui va arriver, et on pensait qu'il arriverait plus tôt, mais en toute vraisemblance, il n'arrivera pas. Donc, entre un tien et deux, tu l'auras, surtout si tu ne l'auras pas, on est mieux d'y aller avec le un tien, qui est d'avoir la 3e dose actuellement. Et Dr Quach est tout à fait à l'aise avec l'idée qu'on encourage la 3e dose pour tout le monde. Ceux qui ont fait la COVID et que c'est documenté peuvent attendre 8 à 12 semaines, mais s'inscrire pour le bénéfice de cette dose de rappel, c'est le geste à poser actuellement. Maintenant, si vous me permettez, je vais poser ma question dans la presse canadienne, Patrice Bergeron. Monsieur Dubé, vous, personnellement, avant même qu'il y ait discussion là-dessus, est-ce que vous étiez favorable à la question d'une contribution santé? Écoutez, je pense que ça, c'est des discussions qu'on fait à l'interne dans nos groupes, et j'ai toujours, comme tous mes collègues, supporter les décisions qu'on a prises. Alors, moi, je suis très à l'aise avec la décision qui a été annoncée par le premier ministre aujourd'hui. Par ailleurs, il est souvent question donc, de la capacité hospitalière du Québec. Donc, dans votre futur plan santé, il y aura vraisemblablement l'augmentation donc, de la capacité hospitalière. Ça devrait se chiffrer à combien, selon vous, la capacité optimale hospitalière du Québec, là? Monsieur Legault, Monsieur Dubé, là? Je suis très content que vous vous intéressiez au plan qu'on va déposer dans quelques semaines. Je vous demanderai
d'être patient, puis on donnera toute l'information sur ces questions-là lorsqu'on déposera le plan. Si on est moins patient, vous n'avez pas une idée de chiffre? Ou... Bien, écoutez, je vous dirais que ça s'en vient. On travaille là-dessus. Je pense qu'on a beaucoup appris de la pandémie et je pense que les recommandations qu'on va mettre dans le plan vont être très claires pour que plus jamais on se retrouve dans la position qu'on est aujourd'hui. Nous en sommes maintenant à la période des questions en anglais. Nous allons commencer avec M. Phil Autier de Gazette. Good day. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous avez dit plusieurs fois que vous appuyez l'expansion, l'agrandissement du collège Dawson. Alors, j'ai vu 3 ou 4 citations. Vous avez dit que vous étiez favorable à l'agrandissement du collège Dawson. Pouvez-vous nous dire pourquoi aujourd'hui vous changez de position? Parce que nous avons trop de projets. À l'heure qu'il est, il y a une capacité limitée de construire de nouvelles infrastructures. Nous avons de nombreux autres projets dans d'autres collèges et il faut nous rappeler qu'il n'y a que 50% des étudiants à Dawson qui sont anglophones. Je pense que s'il faut établir des priorités, il est préférable de procéder à l'agrandissement de collèges francophones plutôt que d'agrandir Dawson. Il y a des personnes qui disent que cela revient à manquer à votre parole, à changer d'idée. Mercredi dernier, le Conseil des ministres a nommé un nouveau sous-ministre adjoint pour le système d'enseignement de langue anglaise et la personne qui a été choisie, Mme Blais, n'a aucune expérience dans le domaine de l'enseignement et la communauté anglophone a le sentiment de ne pas avoir été consultée sur le choix de cette personne qui a remplacé le sous-ministre anglophone qui était là. Quel est le message que vous envoyez à la communauté anglophone avec ces décisions? Bien. Tout d'abord, je tiens à dire clairement que la nomination de cette sous-ministre adjoint n'a rien à voir avec la décision sur l'agrandissement de Dawson. Il faut se rappeler que c'était un projet de quelques 200 millions de dollars, un très gros projet, et la décision a été prise par le ministre et par moi. C'est ça. Bien, écoutez, la raison pourquoi on a choisi de retarder le projet d'agrandissement de Dawson, c'est parce qu'il y a beaucoup de projets dans des cégeps francophones. D'abord, c'est important de rappeler qu'à Dawson, il y a seulement 50% des étudiants qui sont des anglophones. Et on pense qu'actuellement, quand on choisit les priorités, c'est préférable de d'abord procéder à l'expansion des cégeps francophones. Rachel Fletcher. Good afternoon, Premier, Minister. Bon après-midi. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la séance, la session d'hiver et aussi la première journée des discussions sur le projet de loi 11. Nous comprenons que la priorité, c'est de reconstruire le système de santé, mais les médecins de famille, le premier jour, donc alors que vous avez ce mandat de reconstruire le système de santé, sont vraiment très critiques de votre position. Alors, ce que le président de la Fédération a dit, c'est dur. Hein? Et nous voyons que vous n'allez pas réagir à ce genre de questions parce que je veux rester sur un mode collaboratif. Mais comment interpréter ce qui se passe? Ils disent que votre projet de loi n'est vraiment pas bon, que vous devriez recommencer à zéro. Alors, quelle est l'expression? Alors, vous dites que je grince des dents? Oui, alors vous dites que je grince des dents. Bon, donc, je ne connaissais pas l'expression anglaise. Ne vous inquiétez pas de mes dents. Je pense que les changements que nous voulons apporter au système de santé sont considérables, sont très importants. Et chacun des participants au système de santé, chacune des parties prenantes devra apporter du sien. Et la raison pour laquelle je pense qu'il est important d'avoir une approche collaborative, c'est que
ces changements importants ne pourront pas se faire sans cette collaboration. Et j'ai dit clairement aux médecins, et encore ce matin, nous avons eu la chance d'en voir une idée des perceptions sur le projet de loi 11. Et j'ai dit aux personnes ce matin qu'il y a la perception, mais il y a aussi la réalité. Qu'est-ce que nous essayons de faire? Nous essayons de fournir à tous les Québécois un médecin, soit à travers un système de prise de rendez-vous ou un système de structure. La résistance dont vous parlez est normale, étant donné l'importance des réformes, et je suggère aux Québécois de suivre attentivement ce qui va se faire dans les 3 prochains jours, parce que oui, nous avons entendu presque tous les arguments contre le projet de loi, ce qui est normal. Au début, c'est pour cela que nous avons un débat, mais dans les journées à venir, vous allez voir, comme par exemple les gens de Rimouski et Rivière-du-Loup savent qu'il y a une autre façon de faire et que ça marche. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire le décompte à ce moment-ci. Il faut passer à travers le processus. Il est important d'entendre les deux côtés, les deux parties, d'entendre les médecins, oui, mais d'entendre aussi les patients et ce qu'ils attendent de ces nouvelles mesures que nous voulons adopter. Et je suis prêt, moi, certainement, à protéger mes dents. Monsieur le Premier ministre, vouliez-vous ajouter quelque chose? Ma deuxième question... On a accusé votre gouvernement de prendre des décisions sur ce que peuvent faire les entreprises au niveau de la couverture en fonction de l'opinion publique, en fonction des sondages. Vous avez dit non, que vous ne gouvernez pas par sondage. Mais si c'est le cas, comment faut-il comprendre ce que vous choisissez d'autoriser à rouvrir? Quand vous nous donnez... Quels sont vos critères? Ben, écoutez, j'ai un critère. Je suis les recommandations du Dr Boileau. Alors, nous pouvons discuter de ces recommandations, comme nous l'avons fait hier soir, mais en fait, j'étais tout à fait d'accord avec le Dr Boileau. Mais comme je dis, à la fin de la discussion, écoutez, moi, je suis votre avis. Et c'est ce que nous faisons depuis 23 mois. Alors, Dr Boileau, pouvez-vous nous donner le contexte? Pourquoi est-ce que les propriétaires de bars souhaitent rouvrir? Pourquoi est-ce qu'on ne les autorise pas à rouvrir maintenant? Nous voulons nous assurer, d'abord, il faut bien considérer que le variant Omicron est beaucoup plus contagieux que ne l'était le Delta. Nous envisageons des étapes dans les mesures d'assouplissement, dans l'assouplissement des mesures. Et nous voulons nous assurer que cela n'entraîne pas une augmentation rapide des contacts à risque. Et c'est pourquoi les mesures que nous avons prises jusqu'ici sont prises en essayant de réduire les contacts par rapport à ce qui était la situation antérieure pour atténuer le risque de contagion. Alors, nous avons l'expérience de ce qui s'est passé dans les bars. Il y a eu des études et des recherches importantes là-dessus, et nous savons que ce sont des endroits où le risque de transmission du virus est plus élevé. C'est pourquoi ce n'est pas maintenant, mais dans un proche avenir. Donc, nous espérons que le plus de personnes possible auront reçu la 3e dose et que cela nous permettra d'assouplir ces mesures. Le directeur national de la santé publique, Luc Boileau, explique pourquoi, pour l'instant, les bars ne peuvent pas rouvrir au Québec. D'ailleurs, les seuls assouplissements annoncés aujourd'hui par le premier ministre François Legault concernent les centres d'entraînement, les spas, mais aussi les sports pour adultes qui reprendront à partir du 14 février. Pour ce qui est des rassemblements privés, si vous prévoyez rassembler vos amis pour le Super Bowl, qui est prévu le 13 février pour l'instant, ce ne sera pas possible à plus que 4 ou 2 bulles familiales, quoique le premier ministre n'exclut pas d'assouplir un peu plus d'ici là. Enfin, mais pour l'instant, la mesure tient pour le gouvernement.
François Legault confirme qu'il fait volte-face, qu'il recule, qu'il abandonne l'idée d'imposer une taxe santé pour les non-vaccinés. Il en fait un enjeu de cohésion sociale, de paix sociale, en disant que ce n'est pas le moment de diviser les Québécois et que cette mesure pouvait diviser les Québécois. C'est le temps de rebâtir des ponts, de tendre la main et que comme premier ministre, il a le devoir, la responsabilité d'assurer que les Québécois sont unis. Est-ce que c'était une erreur de proposer ça il y a quelques semaines? À l'époque, dit-il, on voulait des mesures pour inciter les non-vaccinés à se faire vacciner. On pensait que c'était une bonne idée. Mais depuis, et ça c'est important et c'est intéressant, la grogne a monté. Donc, il prend en considération le mécontentement, la fatigue pandémique d'une partie de la population pour justifier, pour expliquer sa décision d'aujourd'hui. C'est intéressant. Et parlant de grogne, il y a un convoi, semble-t-il, qui veut se mettre en marche, en route vers Québec et arriver à la fin de la semaine pour manifester à Québec. Donc, des camionneurs, mais aussi des manifestants pour manifester contre les mesures sanitaires, les consignes sanitaires. Monsieur Legault dit ils ont le droit de manifester, pourvu que ça se fasse dans le calme et que ce soit sécuritaire. Il n'est pas fermé, en tout cas, il n'a pas fermé la porte à l'idée de rencontrer certains des manifestants ou les organisateurs de cette manifestation-là, pourvu que ça se fasse dans le calme. Voilà donc pour cette conférence de presse de François Legault. Dans un instant, petit saut à Ottawa pour parler du destin d'Erin O'Toole. Il sera soumis à un vote de confiance demain à son caucus. On en parle avec Madeleine Blais-Morin dans un instant.